Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance de clôture du colloque. Je m'appelle Marc-Antoine Laporte. Je suis directeur principal chez Gestion d'actifs Panumi et je siège également sur le conseil d'administration du Cercle Finance du Québec. J'aimerais bien vous présenter le panel de clôture. Cependant, nous avons une petite présentation d'introduction qui sera faite par M. Alain Desbiens, qui est vice-président BMO ETF chez BMO Gestion mondiale d'actifs. Alors, sans plus tarder, M. Desbiens. Merci beaucoup, Marc. Et évidemment, comme je suis à Québec, ETF en français, c'est FNB, Fonds négociés en bourse. Donc, je suis très, très heureux de faire partie du 5e colloque annuel Retraite, investissement institutionnel et finances personnelles. J'aurai l'honneur de faire l'introduction et de mettre un petit peu la table pour la séance Innovation, technologie dans l'industrie des services financiers. Le colloque et ses nombreux panels, conférences nous permettent notamment d'actualiser nos connaissances professionnelles et personnelles. C'est important parce qu'évidemment, de chaque 3 à 5 ans, nos connaissances souvent deviennent un petit peu désuètes et remplacées par l'émergence de nouvelles connaissances souvent plus pertinentes ou par le besoin d'obtenir de nouvelles informations. On va entendre parler un peu aujourd'hui, évidemment, d'intelligence artificielle, sachant que le volume des données numériques double tous les 2 ans et que l'univers numérique est énorme et croît exponentiellement. On a besoin de nouvelles technologies pour emmagasiner, traiter et appliquer l'information financière. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Comment est-ce qu'on peut demeurer pertinent dans un monde qui nous rend tous un petit peu obsolètes chaque jour? Comment comprendre les enjeux de l'innovation dans l'industrie des services financiers? Le Québec, c'est maintenant un des hubs mondiaux de l'intelligence artificielle. On a vu que Facebook a choisi Montréal pour créer un laboratoire en intelligence artificielle et que c'est une Québécoise qui est à la tête de ce laboratoire. Du côté des conseillers robots, on entend parler beaucoup de ce thème-là. Le premier conseiller robot au Canada a été fait au Québec en 2010 par IDEMA Capital et Banque de Montréal est devenue la première grande banque canadienne à créer son conseiller robot. Est-ce que les robots intelligents bientôt vont nous remplacer dans nos emplois ou est-ce qu'il faut plutôt se demander est-ce qu'ils vont remplacer des emplois où on croit être utiles pour créer d'autres emplois où on va être encore beaucoup plus utile? En investissement, on entend parler de beaucoup de thèmes. Machine learning, deep learning, conseiller robot, fonds négociés en bourse, fintech, cryptocurrency. La semaine prochaine, il va y avoir le Canadian Risk Forum à Montréal et l'innovation s'accompagne évidemment de gestion de risque. C'est intéressant, il va y avoir 3 sessions, notamment Cyber Security Risk, AI, Artificial Intelligence in Risk Management et FinTech in Risk Management. Je pense juste à ma firme BMO Gestion mondiale d'actifs. Au début octobre, on a invité les conseillers, les gestionnaires de portefeuille à un séminaire sur l'intelligence artificielle. Et ce que l'on voulait parler, évidemment, c'était de voir quelle va être l'incidence de l'intelligence artificielle du côté des emplois, des salaires, des placements et de la relation client-conseiller. Pensons en termes d'innovation technologique aux fonds négociés en bourse. Certains ne le savent pas, mais le premier fonds négocié en bourse au monde a été inventé au Canada, c'était le TIPS. Le premier fonds négocié en bourse aussi de titres à revenu fixe au monde a été aussi créé au Canada. Et on sait que dans le domaine de l'investissement, les fonds négociés en bourse ont vraiment bouleversé, je dirais, les piliers du temple. Les 7 dernières années et demie au Canada ont vu une croissance énorme du côté des FNB. L'industrie est passée de 40 milliards à 140 milliards d'actifs. Faites juste penser à nous, BMO, lorsque Gilles Ouellette, au sortir de la crise financière, a créé notre division. En 2009, on n'avait aucun actif et maintenant, on a 44 milliards d'actifs sous gestion. Donc, certains des thèmes d'innovation dont on va parler aujourd'hui ne sont peut-être pas encore très présents en termes d'actifs, mais ils vont croître dans les prochaines années. Il y a vraiment une différence entre le Canada et les États-Unis. On va parler tout à l'heure des conseillers robots. Pensez à la tarte d'investissement personnel au Canada, l'ensemble de nos REER, l'ensemble de nos épargnes non enregistrées, comme une grosse tarte de 4 000 milliards d'actifs, soit 4 trillions de dollars. La présence des conseillers robots au Canada, 1,5 milliard d'actifs. La présence des fonds négociés en bourse, 140 milliards d'actifs. La présence des fonds communs, 1 400 milliards d'actifs. Je pense qu'on va entendre parler beaucoup de ces thèmes-là, conseillers robots, FNB. On va entendre tout à l'heure, évidemment, David de chez Crésus, qui est aux premières lignes des changements de réglementation. Il faut penser que les changements de réglementation, MRCC1, MRCC2, bientôt MRCC3, la possible élimination des commissions intégrées au Canada, le devoir du fiduciaire a une incidence sur la technologie. Ça fait 25 ans que je suis dans le secteur financier
Et je dis souvent qu'évidemment, ce qui détermine la présence d'une firme au Canada, c'est la puissance, évidemment, de cette technologie. Donc, beaucoup d'informations, parfois un peu de désinformation, beaucoup de produits que vous allez voir créés avec les acronymes, évidemment, d'intelligence artificielle, les cryptocurrencies. Je dis souvent aux gens, quand on pense aux bitcoins actuellement dans le monde, on parle d'à peu près 100 milliards de valeur versus 7,7 trillions de dollars sur l'ensemble des devises. Je pense que c'est important, puis c'est évidemment ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de mettre les choses en perspective. Le point de vue de nos conférenciers va être crucial pour actualiser nos connaissances, débattre des enjeux, des opportunités et des risques, et de continuer par la suite la discussion sur l'innovation et la technologie dans les services financiers. Qui sont ces 4 conférenciers? Camille Beaudoin de l'Autorité des marchés financiers, Xavier Debanne de Manuvie, Sabrina Dallafazia de BMO Gestion de patrimoine et M. David Mastro-Berardino de chez Crésus. Ce sont 4 conférenciers aussi passionnés que moi du côté des secteurs financiers. Camille Beaudoin est directeur de l'éducation financière à l'Autorité des marchés financiers depuis 2006. Dans le cadre de ses fonctions, il assure notamment la mise en œuvre de la stratégie québécoise en éducation financière. Il a dirigé le développement de l'indice Autorité, il va nous en parler un peu, et est responsable du Fonds pour l'éducation et la saine gouvernance. Sabrina Dallafazia est directrice générale pour BMO Ligne d'action pour l'Est du Canada. Elle œuvre au sein de BMO Groupe Financier depuis plus de 29 ans. Elle avait 16 ans à l'époque lorsqu'elle s'est jointe à la BMO. Et elle et son équipe de directeurs régionaux sont reconnus pour leur engagement à offrir aux investisseurs canadiens des solutions digitales novatrices avec toujours une touche humaine. Xavier Debanne assume les fonctions de vice-président, innovation et expansion des affaires Manuvie Canada. M. Debanne gère le portefeuille d'innovation de Manuvie. Il cible les secteurs hautement prioritaires, supervise les projets d'innovation et fait des recommandations pour accélérer l'innovation. Il met en œuvre des projets clés pour trouver de nouvelles occasions d'affaires et établir des partenariats externes. David Mastro-Berardino, CFA, est directeur produit chez Crésus. Je le taquinais un petit peu tout à l'heure en lui disant que Crésus a un impact sur presque 20-25% de l'actif sous gestion retail au Canada. Il va nous parler évidemment du côté de Crésus. Je vous mentionnais tout à l'heure que l'actif sous gestion des Canadiens et Canadiennes, c'est de 4 000 milliards d'actifs. Crésus a un impact sur à peu près 1 trillion de dollars comme tel au Canada. David est le directeur produit responsable du développement et de la commercialisation des produits et services de Crésus. Je pense vraiment qu'on a gardé le meilleur pour la fin, le panel sur l'innovation et technologie dans l'industrie des services financiers. Mesdames et messieurs, voici le début du panel. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Bon mois de la littératie financière. Novembre est le mois de la littératie financière au Canada et c'est l'occasion de parler d'éducation financière, de littératie financière. Je vais le faire un peu aujourd'hui avec vous. C'est ma 3e participation en 5 ans à ce colloque. J'en suis très heureux et très fier. Vous savez, je ne suis pas d'entrée un spécialiste des nouvelles technologies. J'ai plusieurs collègues à l'autorité qui le sont. Toutefois, nous avons un peu l'obligation de nous intéresser aux nouvelles technologies et à la transformation de cette industrie à chaque jour, parce que c'est inclus comme point central de notre plan stratégique 2017-2020. À chaque jour, on doit considérer les nouvelles technologies dans notre travail. Pour ce qui est de développer de nouveaux outils, de nouveaux contenus, on pense toujours comment nous adapter à ces nouvelles technologies. Dans le concret, l'autorité veut être plus proactive. Elle le fait de différentes façons, notamment en restructurant à l'interne ce qu'on appelle chez nous le groupe de travail FinTech. C'est une restructuration des experts en nouvelles technologies chez nous à travers 6 comités de travail, sous la direction d'un nouveau directeur FinTech et Innovation, mon collègue Moed Fahmy, donc il sera exclusivement consacré aux nouvelles technologies et bien sûr au FinTech. Quand on parle de nouvelles technologies, pour un régulateur, on parle de nouveaux joueurs dans l'industrie, des joueurs que nous ne connaissons pas du tout, de petits joueurs, des start-up, des grands joueurs qui ne sont pas du tout dans le domaine du milieu financier. Donc, il faut apprendre à les connaître. Et la façon de les connaître, eh bien, c'est être en contact avec eux. Et en échange, la plupart de ces nouveaux joueurs n'ont jamais considéré la présence d'un régulateur dans leur développement d'affaires. Alors, c'est important pour eux aussi de nous connaître.
C'est une des raisons pour laquelle nous avons voulu construire des ponts avec des spécialistes des nouvelles technologies en créant le comité consultatif sur l'innovation technologique. On a lancé un appel de candidature et une dizaine de personnes ont été retenues pour nous donner de l'information sur ce qui se passe sur le terrain et pour nous d'expliquer le rôle du régulateur dans ce domaine. On a aussi d'autres éléments qui constituent des actions concrètes et proactives dans le domaine des nouvelles technologies. D'abord, un laboratoire FinTech, un vrai laboratoire, qui implique des chercheurs et des experts de l'autorité pour mettre en application de nouvelles technologies ou des technologies existantes. Donc, on invite des chercheurs, on invite des doctorants à venir travailler avec nos experts à l'interne et créer des milieux en simulation. On a aussi, depuis hier, signé une entente pour être membre de l'Institut de valorisation de données, l'IVADO, donc un domaine lié à l'intelligence artificielle. Et finalement, quand on veut être un régulateur de proximité, on offre une porte à toutes celles qui désirent en savoir davantage sur le domaine des nouvelles technologies et du rôle que peut jouer l'autorité pour les assister, les aider ou les informer. Alors, l'adresse qui est au bas de cet acétate vous indique comment communiquer avec nous, simplement par un courriel à fintech@l'autorite.qc.ca. Voici un peu ce que l'on fait dans le domaine des nouvelles technologies. C'est brièvement résumé. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais je suis plutôt un spécialiste des comportements financiers. Il y a quelques années, et là, je pense que je vais m'attarder un peu à l'humain dans ce cas-ci. Il y a beaucoup d'actuaires, beaucoup de financiers. Moi, je suis sociologue de formation. Je pense que c'est important dans le rôle d'assistance du régulateur d'avoir un sociologue, un humaniste pour éclairer tout le monde, tous ces spécialistes financiers. Il y a quelques années, avec mon collègue Julien Michaud, qui est actuaire, parce que j'aime aussi les actuaires, j'en ai un dans mon équipe, il est là, ici, avec nous. Avec Julien, on a développé un indice. On travaillait à préparer la stratégie québécoise en éducation financière, et on s'est dit, ça nous prend un outil de mesure pour savoir où en sont les Québécois. La première chose qu'on ne voulait pas faire, par contre, c'était de mesurer le niveau de connaissance des individus. Ça ne nous intéresse pas. On peut avoir un haut niveau de connaissance et être irrationnel. Moi, le premier. Ce que l'indice mesure, dans un premier temps, c'est la façon dont les Québécois perçoivent l'utilité d'un ensemble de 40 bons comportements financiers. Ces 40 bons comportements financiers sont l'essentiel de tous les messages que nous avons dans nos brochures sur notre site Internet. Par exemple, est-il pertinent de vérifier auprès de l'autorité si notre représentant est dûment inscrit avant d'investir? Est-il pertinent de considérer l'inflation et l'espérance de vie dans notre planification de la retraite? Donc, tous ces comportements sont mesurés. On mesure comment les gens perçoivent l'utilité de ces comportements, donc la pertinence des messages qu'on leur transmet. Mais surtout, l'indice mesure si les gens adoptent sur une base régulière ces comportements. On a 3 mesures jusqu'à présent. On l'a fait en 2012, en 2014 et en 2016. Un des éléments qui revient pendant les 3 ans, c'est que l'impact positif d'être en relation d'affaires avec un représentant est très, très, très important. Quand on est en relation d'affaires avec un représentant, on a tendance à adopter un plus grand nombre de bons comportements financiers. Voici l'indice autorité 2016, 62,1 %. C'est l'équivalent de dire, en moyenne, les Québécois, d'ailleurs, ce sondage est réalisé auprès des gens qui sont responsables de la gestion des finances personnelles dans le ménage. Donc, ce n'est pas un sondage auprès de la population en général, c'est vraiment auprès de ceux qui gèrent les finances dans le ménage. Ce résultat équivaut à 62 % des 40 bons comportements financiers adoptés de façon régulière par l'ensemble de l'échantillon qu'on a sondé. Quand on est en relation d'affaires avec un représentant, le résultat monte à 64 %. Et quand on est autonome, quand on est seul dans la gestion de nos finances, l'indice est à 52,3. Si on résume le tout, et on évite de nous attarder à certains petits détails, être en relation d'affaires avec un représentant est l'équivalent d'adopter de façon régulière 5 bons comportements de plus que lorsque l'on est autonome, seul, sans professionnel avec qui travailler. Dans un contexte de nouvelles technologies, dans un contexte où l'individu est laissé à lui-même souvent, avec ces nouvelles technologies, avec ces outils, il y a lieu de se poser des questions sur comment on peut nous assurer de bien éduquer, de bien sensibiliser les individus,
les investisseurs, les consommateurs, à l'effet d'utiliser par eux-mêmes ces outils financiers. Il y a plusieurs autres défis, notamment celui des plus vulnérables, des gens très âgés. Je ne parle pas des aînés. Les aînés sont de plus en plus branchés, ils ont les tablettes, ils ont les téléphones intelligents, ils n'ont pas le choix d'être branchés pour rester en contact avec leurs proches. Ils sont dynamiques, actifs, mais les plus âgés, ceux qui sont en perte de capacité cognitive, comment les nouvelles technologies vont les assister, vont en tenir compte? Comment ces nouvelles technologies vont faire en sorte qu'ils seront davantage protégés dans leurs transactions d'affaires? Un autre défi est toujours celui de l'excès de confiance. On est seul face à l'outil. Comment peut-on considérer, combattre ce biais d'excès de confiance quand un individu investit par lui-même, à l'aide, par exemple, d'un robot conseiller? Le mis-selling, ce problème qu'on peut observer quand un représentant vend des produits qui ne sont pas appropriés au profil et aux besoins de son client. Dans le cas de nouvelles technologies, ou encore une fois, l'individu est isolé, on peut parler de problèmes liés au mis-buying. Comment les gens vont bien s'assurer d'acheter les produits qui conviennent à leurs besoins. Toujours, donc, des défis liés à l'éducation financière et aux nouvelles technologies. Déjà, on a entrepris d'avancer un peu dans ce domaine. On est passé de l'approche classique des brochures à un nouvel outil, celui d'un calculateur sur le profil d'investisseur. Et encore une fois, je me suis fié à la connaissance de mon collègue Julien Michaud pour développer un tout nouvel outil. Vous savez, dans notre brochure avant, on avait environ 6 questions pour déterminer le profil d'investisseur. Avec la question classique, si les marchés baissent de 20 %, qu'est-ce que vous allez faire? Pour moi, ce n'était pas assez. Pour moi, ce n'était pas de donner une impression que les gens avaient vraiment déterminé leur profil. Je suis allé voir Julien, j'ai dit, Julien, amuse-toi, laisse-toi aller, développe un outil. Julien a développé cet outil et en quelques mots, je pourrais vous dire quelques caractéristiques que je vous invite à aller l'essayer sur notre site. Il est très visible. C'est un outil qui, dans un premier temps, tient compte du fait que nous pouvons, dans la vie, avoir plusieurs projets financiers, donc avoir plusieurs horizons de placement et plusieurs profils en fonction de nos projets d'investissement. Il relève les incohérences qu'on peut avoir dans les réponses qu'on peut donner au questionnaire. Il tient compte de notre capacité à bien gérer notre budget, plutôt que de considérer uniquement le patrimoine accumulé pour déterminer notre profil de risque. Bref, une série d'éléments qui sont tout nouveaux, qui permettent d'assister le consommateur laissé à lui-même face à une nouvelle technologie, comme par exemple un robot conseiller. Juste en terminant, j'aimerais vous faire part de quelques données qui nous viennent d'un tout récent sondage, qui n'est pas encore rendu public, qui a été réalisé par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. C'est le regroupement des 13 commissions en valeurs mobilières au Canada, dans les territoires et les provinces. Selon ce sondage, effectué auprès de 5000 Canadiens, il n'y a à peine que 15 % des Canadiens qui savent c'est quoi un robot conseiller. Parmi les investisseurs, il y aurait un investisseur sur 10 qui utiliserait déjà un robot conseiller. Et naturellement, la proportion est plus forte chez les 25-34 ans. Autre donnée de ce sondage, parmi les utilisateurs des robots conseillers, on a 2 raisons principales pour lesquelles on aime les utiliser. D'abord pour l'aspect pratique et aussi pour le coût. Parmi ceux et celles qui disent « non, moi j'en veux pas », la principale raison, c'est le manque de connaissances. Les gens ont peur de sauter dans cette nouvelle technologie par manque de connaissances. Et la deuxième raison, c'est qu'ils sont déjà satisfaits du service qu'ils ont de leurs représentants. En terminant, 36 % des Canadiens disent qu'ils n'utiliseront jamais un robot conseiller, alors qu'environ le quart disent que peut-être qu'un jour, ils vont l'utiliser. J'ai parlé de robots conseillers. Sur ça, je vais céder la parole à Sabrina qui va nous aider à explorer la relation client avec les robots conseillers notamment. Merci. Merci beaucoup, Camille. Tout d'abord, j'aimerais apporter une petite correction. Mon collègue Alain qui dit que j'ai commencé quand j'avais 16 ans, c'est pas vrai du tout. J'ai commencé, j'avais 5 ans. En sortant de la maternelle, j'ai décidé de travailler pour BMO et je suis très, très fière de ceci. Très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, moi, aujourd'hui, mon rôle, c'est un petit peu de démystifier
l'expérience client que les gens vivent lorsqu'ils font affaire avec un robot conseiller. Qui d'entre vous fait leurs affaires bancaires en ligne? Hein, vous voyez, il y en a pas mal. Hein? Qui magasine en ligne? Oh, wow, quand même beaucoup. Alors, vous comprenez que l'évolution des services financiers nous amène donc à maintenant livrer un service de gestion professionnelle de portefeuille en ligne à faible coût. Nous livrons, nous, les institutions financières, des services en ligne depuis près de 20 ans. Des services d'investissement en ligne tels le courtage à escompte ou l'investissement en ligne, c'est la même chose, et les gens le font depuis une vingtaine d'années. Toutefois, les gens qui gèrent eux-mêmes leur portefeuille, et Camille en a fait état, je m'excuse, je m'accroche. En fait, Camille en a fait état, c'est que ce sont des gens qui vont faire de la gestion qui est entièrement autonome. Donc, qui vont faire eux-mêmes leurs recherches, qui vont eux-mêmes prendre des décisions de placement et eux-mêmes exécuter des transactions. Lorsqu'on sonde les Canadiens, lorsqu'on sonde les investisseurs, on se rend compte que beaucoup de gens recherchent à avoir ce même accès-là en ligne, mais de ne pas prendre eux-mêmes les décisions et ne pas eux-mêmes exécuter les transactions. Et de là, la naissance des robots conseillers. C'est sûr et certain que lorsqu'on regarde à travers les années, les gens, si je retourne en arrière quand j'ai commencé à travailler pour la BMO, les gens étaient très, très monoproduits. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait affaire avec un courtier, 100% de leurs avoirs étaient avec un courtier. Si quelqu'un était en fonds mutuel avec un conseiller financier dans une succursale bancaire, il faisait affaire entièrement avec eux. Et si les clients faisaient de la gestion autonome, le faisaient en entier. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est les gens qui utilisent plusieurs solutions de façon parallèle. Donc, le client qui va faire affaire avec un courtier de plein exercice va aussi vouloir avoir une partie de ses avoirs qu'il gère lui-même. Alors, on parle d'à peu près 15 des gens qui ont un conseiller financier vont aussi, de côté, dire « je vais en gérer une partie moi-même ». Pourquoi? Simplement parce qu'il veut se garder au fait de ce qui se passe dans les marchés. Il veut se garder au courant de comment évoluent les marchés, mais aussi parce qu'il veut enrichir ses conversations avec son conseiller financier. Et ça, on le voit de plus en plus. Et si on retourne en arrière, il n'y en avait presque pas. Alors moi, mon rôle aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner un petit aperçu de comment ça fonctionne quand un client recherche de la gestion professionnelle en ligne à faible coût. Donc, au moment où il s'engage dans cette avenue-là, c'est sûr que ce n'est plus lui qui prend les décisions. Alors, tout d'abord, et Camille en a parlé, c'est très, très important, est-ce qu'on a besoin d'avoir des connaissances, des grandes connaissances en investissement pour faire affaire avec un conseiller robot? Et la réponse, c'est non. Les connaissances qu'on doit toutefois avoir, c'est les connaissances de son profil d'investisseur. Quel est l'objectif de mon placement? C'est quoi le but de cet investissement-là? Est-ce que c'est pour acheter une maison? Est-ce que c'est pour s'acheter une voiture? Est-ce que c'est pour aller en voyage? Est-ce que c'est pour simplement mettre des fonds de côté pour sa retraite? Donc, on va aller demander ces questions-là. Alors, c'est très, très important que l'investisseur puisse y répondre de façon honnête afin qu'il puisse, bien sûr, choisir le meilleur investissement. On va aussi sonder quel est son horizon de placement. Alors, est-ce qu'on a besoin de l'argent dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 25 ans? Et bien sûr, la question qui est la plus importante afin que l'investisseur soit bien, si vous voulez, protégé, c'est sa tolérance au risque. Alors, très important, et vous savez comme moi, plus l'horizon de placement est grand et plus, bien sûr, supposément, la tolérance au risque, elle peut être grande. Mais vous avez aussi des gens qui ont 25 ans devant eux, mais qui ont une tolérance au risque qui est très faible. Alors, ce qu'on fait dans les conseillers robots au Canada, c'est qu'on va poser une série de questions à nos clients, une dizaine de questions environ, dans un langage qui est très, très, très simple. J'ai fait le test avec mon garçon de 15 ans, juste pour voir. Je dis, lis les questions, puis dis-moi ce que tu en penses.
il n'a pas été capable de tout répondre aux questions, bien sûr, parce que ce n'est pas lui qui gère ses finances, mais il reste que, il me dit, oui, maman, il dit, ça a beaucoup, beaucoup de bon sens, les questions que vous posez. C'est simple, moi-même, je les comprends, je ne peux pas vraiment les répondre à cause de mon âge, mais je les comprends très, très bien. Alors, ce sont des questions qui sont pondues afin de pouvoir bien déterminer le profil d'investisseur. C'est d'ailleurs le travail le plus important dans un conseiller robot, c'est de pouvoir bien établir le profil d'investisseur. Et le profil de cet investisseur-là, c'est ce qui va déterminer quel genre de placement on va lui proposer. Donc, c'est le travail qui se fait, qui est le plus important. Une fois, bien sûr, que le client va avoir rempli, on va lui proposer un portefeuille. La plupart des conseillers robots n'ont que 5 ou 6 portefeuilles à proposer. Alors, on n'en a pas 45, ce ne sont pas des portefeuilles qui sont bâtis de façon individuelle, c'est vraiment 5 ou 6 portefeuilles. Dépendant de la tolérance au risque, on a des portefeuilles qui sont en protection de capital, 90 de titres à revenus fixes et 10 en actions, jusqu'à des portefeuilles qui sont en croissance dynamique, où là, vous avez 90 en actions et 10 en titres à revenus fixes. Donc, l'idée, c'est avec les questions qu'on pose, de pouvoir dire quel est le portefeuille qui est le mieux arrimé au profil de cet investisseur-là. Une chose qui est très, très, très importante, et quand on parle d'investissement en ligne, on a l'impression d'être laissé à nous-mêmes. Qu'est-ce qui arrive si on a fait une erreur dans ce qu'on a rempli comme question, ou en fait, les réponses qu'on a données, on nous a-tu vraiment donné le bon portefeuille? Et ça devient très, très important. Les institutions qui livrent des conseillers robots ont soit un rappel qu'ils vont faire à leurs clients, dépendant sous quel régulateur ils sont, soit un rappel à leurs clients pour revalider que les questions ont été bien comprises, ou on a un processus aussi, si je nous prends nous comme exemple, c'est un processus que c'est revérifié par des représentants inscrits. Donc, les questions, réponses et le portefeuille qui a été proposé fonctionnent. Donc, au moment où un client ouvre son compte en ligne, ce n'est pas immédiat, là, son compte n'est pas ouvert. Il y a une revision qui est faite, soit un rappel, soit une vérification par des représentants inscrits. Donc, ceci, c'est dans le but de protéger nos clients et, bien sûr, de s'assurer que nous sommes conformes aux régulateurs. Une fois que le portefeuille est proposé, que le client accepte ce portefeuille-là, bien sûr, le client a à choisir quel type de compte je vais ouvrir. Est-ce que je vais ouvrir un compte non enregistré, un CELI, un REER, un FER, un régime enregistré d'épargne-études? Alors, c'est sûr que tous les types de comptes sont disponibles afin que les clients peuvent choisir. Et aussi, il est très possible qu'un client ait différents profils pour différents comptes. Alors, par exemple, le portefeuille qui lui est proposé, il va dire ça va être mon compte REER. Il peut refaire un profil à nouveau pour dire ça va être mon compte CELI. Parce que le but de ces deux placements-là peuvent être très différents. Et bien sûr, l'horizon de placement et la tolérance au risque peut aussi être différentes. Une fois, bien sûr, que le compte est approuvé, et environ en 48-72 heures, les comptes sont approuvés, le client n'a qu'à l'approvisionner et c'est très, très simple. C'est sûr que ce sont des services en ligne. Alors, les clients, la plupart des robots conseillers, à 99 % les cotisations peuvent être faites en ligne, que ça provienne d'un autre compte de placement ou d'un compte bancaire. Alors, en principe, ce sont des comptes qui sont très, très faciles à approvisionner. L'idée, c'est que le client puisse le faire lui-même. Et une fois que le compte est approvisionné, à ce moment-là, les clients ont accès à leur plateforme 24 heures sur 24, peuvent aller vraiment voir comment se passent ces placements, quel genre de placement qu'on m'a proposé, ou en fait, quels sont les placements qui sont, de quoi est composé le portefeuille comme tel. Alors, ils peuvent aller voir chacun des FNB ou des fonds mutuels, dépendant comment les conseillers bâtissent leur portefeuille. La plupart, ce sont des FNB, mais il y en a aussi qui incluent des fonds mutuels, peuvent même inclure des actions. Alors, c'est vraiment d'aller voir quel genre d'actifs j'ai dans mon portefeuille. C'est transparent, on peut voir comment c'est transigé, quelles sont les transactions qui ont été faites dans mon portefeuille. Lorsque le gestionnaire de portefeuille décide, par exemple, de diminuer les actions canadiennes et d'augmenter les actions américaines, alors vraiment, les clients peuvent vraiment pouvoir s'assurer que tout lui est divulgué
Et une chose aussi que les clients apprécient beaucoup, beaucoup, les investisseurs, c'est la transparence des frais. Alors, vous pouvez voir facilement quand est-ce qu'on m'a chargé des frais, comment on me les a chargés, puis à ce moment-là, c'est sûr et certain que c'est ça qui fait que l'expérience client a bien du bon sens. Quand on regarde en tant que firme ou en tant qu'institution financière qui livre ce type de service-là, c'est sûr que notre compétition, c'est les Amazon de ce monde. Pardon. C'est vraiment de livrer cette expérience-là qui est, vous savez, quand vous magasinez en ligne, vous m'avez tout levé votre main comme quoi vous magasinez, c'est quelle est l'expérience que je vis quand je fais ça? Et il y a une chose qu'il faut que je mentionne absolument, c'est que les gens ont peut-être l'impression de dire, s'il arrive quoi que ce soit, qu'est-ce que je fais? C'est sûr qu'il y a des humains derrière tout ça. On peut envoyer un courriel, on peut clavarder en ligne avec des spécialistes et aussi, bien sûr, sont rejoignables par téléphone. Alors, j'espère vous avoir donné un petit aperçu en quelques minutes de c'est quoi un robot conseiller ou comment ça fonctionne et quelle est l'expérience qu'on vit lorsqu'on ouvre un compte. Et je vais passer maintenant la parole à mon collègue Xavier. Merci. Merci Sabrina. Donc je vais vous parler de l'innovation, une approche méthodique pour innover, c'est le thème de ma discussion. Nous sommes dans un moment unique dans notre industrie, il y a des changements qui s'accélèrent et pour nous c'est des opportunités qu'il faut prendre. La question c'est comment s'y préparer. Aujourd'hui je vais partager une approche qui fonctionne, une approche à l'innovation qui est méthodique, qui est conçue pour et avec le client et qui est évolutive pour s'adapter au marché. Avant tout, je souhaite mettre en contexte avec notre environnement et pour vraiment comprendre l'intérêt et le besoin de l'innovation et la nécessité de l'innovation. Vous voyez ici, ce sont des tendances qui touchent notre industrie et vous les reconnaîtrez sûrement. Les deux dernières, pour moi, sont les plus intéressantes. Celles qui parlent des changements démographiques et des évolutions technologiques. Elles sont très pertinentes parce qu'elles sont vraiment... c'est en ce moment qu'elles sont le plus pertinentes pour notre industrie. Il est clair que nous ne sommes plus dans un monde où les consommateurs recherchent uniquement un produit, mais ils recherchent également une expérience. C'est ce dont Sabrina parlait un petit peu. Mais leur point de comparaison aujourd'hui pour nos consommateurs, nos clients, c'est Facebook, c'est l'expérience qu'ils ont sur Facebook, sur Google, sur Amazon. Et donc ça met une certaine pression sur les entreprises qui sont établies et notamment pour mettre la pression pour notre passage au numérique. Le meilleur exemple pour moi, c'est Apple, qui a lancé il y a 10 ans l'iPhone, et notamment avec l'App Store, qui a lancé donc à la fois un nouveau téléphone tactile, une nouvelle expérience client avec l'accès aux applications, mais également un nouveau modèle d'affaires, puisqu'ils prennent désormais un revenu sur toutes ces applications. Donc vraiment qui ont changé la donne. Et il y a des tas d'autres exemples qu'on a vus, dont on parle dans les 10 dernières années. Les meilleurs exemples pour moi, c'est Airbnb, Uber, Tesla, qui réussissent à créer de nouveaux marchés pour leurs solutions en combinant le produit, l'expérience client et le modèle d'affaires. Nous devons donc nous adapter à ces tendances et pour cela, nous continuer à comprendre nos clients pour offrir les produits et les expériences qu'ils recherchent. Et pour être prêts, nous avons mis à Manuvie une approche qui est vraiment innovante. Parce que nous sommes convaincus que l'innovation, ce n'est pas le chaos, ce n'est pas le désordre. C'est fondamentalement, c'est une discipline et non un processus chaotique. Donc notre méthode a deux volets. Notre méthode a deux volets. D'une part, la méthode elle en elle-même. Donc, ce sont des outils d'innovation et d'exécution, le design thinking, les méthodes agiles, les méthodes lean. Également des approches managériales de gestion de portefeuille et de partenariat pour aller chercher l'expertise en interne et en externe. L'autre élément, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que pour innover, on a besoin certes des bons outils, mais aussi de penser et d'agir différemment. Les principes sont les mêmes. Il y a d'une part l'écoute client, mettre les clients et les utilisateurs au cœur de nos produits et de nos expériences. Et d'autre part, la capacité d'adaptation. D'une part, accepter qu'on ne connaisse pas tout et donc accepter de vouloir questionner et de discuter avec nos clients pour savoir qu'est-ce qui leur convient. Et également, concevoir des solutions qui puissent continuer à évoluer, qu'on puisse continuer à éventuellement changer de cap.
Donc, je vais vous donner un exemple concret d'une innovation qui a été lancée par notre entreprise il y a 1 an. Donc, c'est Manuvie Vitalité, qu'on a lancé l'an dernier. C'est vraiment un programme. C'est un produit d'assurance temporaire à terme de 20 ans, mais plus qu'un produit, c'est un programme. Et c'est à mon avis une bonne illustration de notre approche alignée avec les besoins de clients. Donc voilà comme le programme fonctionne. Au début de chaque année de participation au programme, un participant effectue une analyse santé-vitalité qui lui permet de connaître son état de santé, ce qu'il fait correctement, les aspects qu'il pourrait améliorer. Et ça donne également un âge vitalité qui correspond à l'âge biologique, pas forcément l'âge chronologique, et qui n'est pas toujours une bonne nouvelle je parle d'expérience. Et donc c'est en fonction de son état de santé global. Les participants peuvent ensuite accumuler des points au cours du programme, des points vitalité en accomplissant des activités simples de la vie quotidienne, comme faire du sport. Donc nous offrons une montre connectée pour pouvoir savoir le niveau d'activité qu'on fait. Si on va chez le dentiste, si on a une vaccination pour la grippe, si on lit des articles en ligne sur la santé, etc., on peut améliorer, on peut gagner des points. Et plus on s'investit dans le programme, plus on mène une vie saine, plus on peut accumuler des points qui ensuite aident à donner le niveau vitalité. Grâce au niveau vitalité, on peut obtenir des récompenses, des rabais, et à la fin de chaque année, on a les participants, le niveau vitalité va donner le montant de la prime d'assurance, et donc nos clients peuvent avoir des réductions sur leur prime d'assurance. Voilà, j'ai oublié une animation extraordinaire. Donc c'est un peu le type de choses qu'on peut faire pour améliorer son niveau de vitalité. Les bénéfices pour nos clients sont clairs, ça leur permet à eux d'améliorer leur santé, leur espérance de vie. Ils font des économies sur le produit s'ils restent actifs. Et puis les bénéfices pour nous sont également clairs, augmentation des revenus, un bien meilleur engagement de nos clients, puisqu'on peut avoir des relations avec nos clients qui sont maintenant, au lieu que ce soit une fois par mois, voilà votre prime, payez votre prime, maintenant il y a certains de nos clients qui interagissent avec nous plusieurs fois par jour. Et une meilleure satisfaction, puisque nos clients ont l'impression d'avoir de la valeur au jour le jour en fonction de leurs interactions. Donc pour nous, c'est une relation gagnant-gagnant qui, je pense, illustre le type de solution que nous allons nous souhaitons désormais apporter à nos clients. Une solution qui répond à leurs besoins essentiels, la tranquillité d'esprit, la meilleure santé. Une innovation qui n'est pas... Finalement, le produit dans cette innovation n'est pas révolutionnaire, mais c'est vraiment beaucoup plus l'expérience autour du produit et du programme. Et puis un produit qui est évolutif, j'en parlais plus tôt, on peut rajouter des éléments. Par exemple, on a lancé la montre connectée Apple la semaine passée. Là, je suis en train de tester un tracker de stress pour ça. Alors, donc on teste un certain nombre de produits et puis d'éléments qu'on puisse ensuite rajouter. Donc, si on trouve que certains éléments peuvent influencer la santé et on trouve des données pour corroborer ces éléments, à ce moment-là, on peut les rajouter dans notre programme. Donc c'est ce que je voulais vous laisser avec ce message. Le monde change, nous devons nous adapter, nous avons des outils pour le faire. J'en ai présenté quelques-uns ici, mais je dirais s'il y a 3 choses dont il faut se rappeler. D'une part, être à l'écoute de nos clients. Deuxièmement, avoir une approche méthodique pour l'innovation. Et troisièmement, concevoir des solutions qui peuvent évoluer avec le temps, avec les besoins de nos clients qui changent, et comme on le voit, qui changent tous les ans, tous les 2 ans, parce que la technologie et l'environnement changent. Merci, et je vais passer maintenant à David. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier Alain, parce qu'il a vraiment pris la peine de prononcer mon nom de famille à la perfection. C'est pas facile, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'innovation, la technologie. Avant de commencer, j'aimerais juste vous présenter Crésus parce que je reconnais qu'il y a peut-être plusieurs qui ne connaissent pas Crésus. Donc, on est une firme de technologie qui offre des solutions à des firmes de gestion de patrimoine. Fondée à Rivière-du-Loup, siège social à Québec,
à Québec, à Laval, spécifiquement. On existe depuis 30 ans cette année. Donc, on était FinTech avant que FinTech existait. Aujourd'hui, on a, en fait, le chiffre, c'est à 1 billion, donc, ou en anglais, 1 trillion d'actifs sous gestion. Donc, nos clients, rapidement, plusieurs des banques canadiens, donc leur ligne d'affaires de gestion de patrimoine, utilisent Crésus, TD, CIBC, Banque nationale, Desjardins, etc., etc. On offre des solutions en gestion de portefeuille, en intelligence d'affaires, donc prise de décision pour les conseillers et les firmes, outils d'intégration aussi, c'est-à-dire qu'on tire profit de notre force de traitement de données, parce qu'on traite des millions de transactions tous les jours, pour s'intégrer et de fournir du data à d'autres systèmes et des services professionnels. Donc, nos consultants peuvent accompagner des firmes dans leurs projets de technologie. Donc, pour arriver à notre sujet, dans mon rôle personnellement, je pense qu'à toutes les 3 minutes, il y a une vidéo que je vois, un article, un tweet, un post, quelque chose sur la FinTech, l'innovation, l'évolution de la technologie et la finance. Et ça peut devenir assez quand même lourd. Mais aujourd'hui, je vais vous essayer de amener l'aspect humain dans tout ça. C'est quoi le rôle humain dans cette évolution, dans cette époque de finance et technologie que moi je vois comme étant en parallèle, en fait. On ne peut pas aujourd'hui parler de finance sans parler de technologie. Donc, avant de se projeter dans le futur, on va commencer avec aujourd'hui. Moi, j'appelle ça la tempête parfaite. Donc, j'amène un petit angle retail, si on veut, pour le conseiller, le gestionnaire de portefeuille et ses réalités aujourd'hui. Donc, surtout depuis 2008, on voit une augmentation de coûts, surtout reliée à l'augmentation des règles de conformité. Il y a beaucoup de nouvelles règles pour protéger les investisseurs et c'est compris, c'est requis même. Mais le résultat pour les firmes et les conseillers, c'est plus de transparence, c'est plus d'efforts et c'est beaucoup plus d'argent que les firmes doivent investir sans nécessairement un retombée direct en termes de profit. Et on voit récemment, même dans un article qui a été publié dans l'Investment Executive, pas plus tard que ça fait à peu près 2 semaines, et ça c'est en lien avec les initiatives de CRM2, on souhaitait qu'il y avait plus de transparence en termes de frais, etc., pour les investisseurs, mais on n'a pas encore vu les effets positifs pour les investisseurs. Donc, on voit qu'il y a plus de dépenses, plus d'efforts, pas nécessairement les résultats qu'on voulait. Par contre, c'est encore tôt. C'est depuis l'année passée que les règles sont en place, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais l'investissement a été fait par les firmes. En fait, je vais sauter. Il y a aussi des menaces de la technologie. Il y a des robo-advisors, qu'on vient d'entendre, qui menacent ou menaçaient les conseillers. Donc, initialement, surtout aux États-Unis, je dirais, leur pitch de vente, si on veut, c'est le conseiller n'était pas nécessaire. On peut remplacer le conseiller. On est moins dispendieux, on est moins cher, moins cher. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il amène une pression vers le bas sur les revenus des conseillers aussi et les firmes. Donc, voyons pourquoi j'appelle ça une tempête parfaite. Augmentation de coûts, diminution des revenus. Mais je trouve qu'il y a aussi un autre angle qu'on doit amener en termes de technologie et l'innovation surtout. Et il y a un effet très positif de toute cette technologie. On va parler spécifiquement de l'intelligence artificielle parce qu'on peut prendre une autre journée, une autre semaine de parler de différentes technologies. Mais l'intelligence artificielle, la définition officielle, l'ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. Là, juste pour amener un autre angle, parce que ça peut dire tout et rien en même temps, quand on parle de l'intelligence artificielle, c'est qu'on essaie de recréer le cerveau et de recréer le raisonnement de l'humaine.
Pour ceux qui connaissent Ray Kurzweil, c'est l'ingénieur en chef chez Google. Pour ceux qui sont des musiciens, peut-être ici, Ray Kurzweil a inventé le piano et c'était le premier à inventer des sons de symphonie dans un piano. Le piano est utilisé par Stevie Wonder, etc., etc. C'est lui qui a inventé le scanner. Autrement dit, il est plus intelligent que moi, donc je lui cite. Et Ray Kurzweil dit, et ça, pour ceux qui veulent faire de la recherche là-dessus, c'est Singularity University, et il amène l'idée que selon les tendances technologiques, quantum computing, etc., l'intelligence artificielle va atteindre le niveau humain d'ici 2029. Donc 2029, selon moi, c'est comme demain matin. C'est pas loin à être réalisé. Mais comment est-ce que ça amène l'effet positif pour les firmes de technologie? Pour moi, il y a deux axes très importants, l'efficacité et l'expérience client. Donc, on a plusieurs différentes technologies qu'on voit à l'écran ici, et il y a différentes manières que les firmes vont tirer profit de ces technologies pour augmenter l'efficacité et augmenter l'expérience client. Donc, on parle de l'apprentissage en profondeur, on appelle ça du deep learning. Comment est-ce qu'on peut prendre du data et une machine pour voir des tendances, des patterns, excuse pour l'anglicisme, pour trouver des solutions à des problèmes et amener des solutions. Des analyses prédictives. On parle de comprendre comment des questions qu'on pose dans des robo-advisors ou des profils d'investisseurs, mais comment est-ce qu'on peut utiliser la technologie aujourd'hui pour prédire comment l'investisseur va réagir demain? On parle de Facebook, par exemple, qui apparemment, dans 7 clics, ils peuvent prédire comment quelqu'un va voter. 7 clics. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de puissance derrière tout ça. Je vais laisser de côté tout l'aspect de sécurité et de... oui, Big Brother dans tout ça. Traitement de langage naturel, ça c'est un autre. On peut avoir du data, comme nous on traite littéralement des millions de transactions par année à travers plusieurs firmes, grosses firmes au Canada. Et comment est-ce qu'on peut prendre cette information et le traduire à une machine qui le traduit dans un langage qui peut être utilisé par le conseiller à communiquer à leurs clients? Donc, pour qu'un humain passe à travers toute cette data pour sortir une histoire qu'une machine peut faire dans quelques secondes ou quelques minutes. Donc, on s'en va vers ça, on s'en va vers ce genre d'efficacité pour aider les conseillers. Donc, clairement, selon moi, il y a un rôle pour l'humain dans le futur. Je pense que la technologie va amener beaucoup d'efficacité. Il y a la technologie qui va peut-être éliminer, ou peut-être éliminer, c'est un petit peu fort, réduire ou les gens qui ne veulent pas s'adapter vont peut-être disparaître, vont faire d'autres choses. Je fais référence à quand j'étais à l'école secondaire, il y avait le principal qui disait « Il y a 5% de vous qui vous gâchez ça pour le reste. » Donc, pour moi, je vois ça de la même façon. Les 5% qui ne peuvent pas suivre, qui donnent une mauvaise réputation aux autres, mais c'est la technologie qui va les éliminer tranquillement, pas vite. Mais l'effet va être positif, que l'investisseur va être mieux servi, il y aura une meilleure expérience client. On a vu ça avec les outils robots, juste avec l'ouverture de compte, par exemple, où je trouve que les robots ont vraiment amené un effet positif. Et moi, quand j'ai ouvert mes comptes, il y avait une brique de papier avec plein de post-it pour signer. Mais là, le robot fait ça dans 2 écrans, peut-être. Donc, on voit déjà l'effet de la technologie et l'effet positif que la technologie va amener. Et ça va continuer, les firmes vont s'adapter, je crois. Les banques, les autres firmes financières sont intelligents, ils vont s'adapter, ils vont amener et utiliser ces innovations aujourd'hui et dans le futur. Là-dessus, je passe la parole à mon collègue Camille. Il nous reste peut-être une quinzaine de minutes. J'ai quelques questions, mais cette occasion, nous vous l'offrons. Si vous avez des questions, levez-vous. Je crois qu'il y a des micros dans la salle. Alors, nous vous offrons l'opportunité de poser des questions. Moi, ma première question était initialement, quel est le rôle, qu'est-ce que vous pensez de l'humain dans tout ça? Mais
Au fur et à mesure de ces présentations, j'ai vu une certaine évolution qui mène chez moi à une petite inquiétude. Cette masse d'informations que vous avez sur les individus, jusqu'à quel point c'est bénéfique pour lui-même et pour les entreprises qui les utilisent. Jusqu'à quel point, par exemple, cette masse de données que l'on confie à ces outils peuvent un jour nuire à l'individu et à l'utilisateur. Est-ce que vous avez quelques commentaires à faire là-dessus? Je peux commencer. Donc, effectivement, avec le programme Manuvie Vitalité, on récupère beaucoup d'informations clients. En fait, on a décidé que cette information ne soit pas disponible pour nous, mais on utilise une troisième partie qui va nous donner finalement à nous seulement le niveau le niveau vitalité de notre client et non pas les données qui ont été utilisées pour arriver à ce niveau. Donc, on utilise un organisme externe, un partenaire. Ceci dit, je pense que on voit au fur et à mesure que les mentalités changent et que les consommateurs sont de plus en plus à l'aise à partager leurs données. Moi, j'utilise pour mes emails personnels Gmail et Google, c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour moi et néanmoins, je l'utilise. Donc, je pense que petit à petit, les mentalités changent et on arrivera à un moment où, tant qu'on a de la valeur, moi j'en ai de la valeur à utiliser ce service-là, tant qu'on a de la valeur et qu'on a confiance au partenaire qui a les données, les consommateurs vont être d'accord pour partager ces informations. Mais c'est une évolution. Okay, merci. Commentaire? En fait, pour nous, lorsque je regarde les informations que nous demandons aux clients afin de pouvoir procéder à l'ouverture d'un conseiller robot, ça ressemble beaucoup à ce qu'on pose comme question au moment où on ouvre des comptes de courtage en ligne, par exemple, ou un compte bancaire en ligne. Alors, c'est sûr que dans l'esprit de la confidentialité, en tant qu'institution financière aux grandes banques canadiennes, nous faisons extrêmement attention de garder cette information-là confidentielle de façon sécuritaire. Et là, vous posez la question, est-ce que ça peut être utilisé en fait, revenir contre nous lorsqu'on donne des informations comme ça? Nous, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on le fait maintenant et aucune évidence que cette information-là, elle est utilisée contre les clients, mais plutôt dans le but de les aider, dans le but de bien pouvoir saisir qu'est-ce qu'ils recherchent, comment on peut les aider. Donc, ça serait pour nous ce qu'on en pense. Oui, bien, mon questionnement était peut-être davantage lié aux assurances, naturellement, mais quand même, c'est intéressant d'avoir votre point de vue. David, veux-tu ajouter quelque chose? Juste un autre angle par rapport à comment est-ce que les investisseurs vont être aidés, c'est aussi dans l'expérience d'utilisation. Quand une technologie est bien conçue, ça va être plus facile à utiliser, donc ils vont être plus portés à l'utiliser. Le meilleur exemple pour moi, c'est Google. Google, il n'amène pas. C'est un engin de recherche pour tout l'Internet. Il n'amène pas, quand on se logue, on va sur la page Google, il n'affiche pas toutes les possibilités de l'Internet, il affiche une boîte. Donc, c'est très facile à utiliser et c'est pour ça que c'est le plus populaire. Merci. Je rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous n'avez qu'à vous lever. Est-ce qu'il y en a qui... Oui? Ah, on a peut-être une première question ici. Oui, en fait, j'avais une question par rapport au conseiller robot. Deux aspects, en fait. Premièrement, jusqu'à quel point, en 10 questions, il est capable de bien cerner ma personnalité. Et ensuite, jusqu'à quel point ou à quelle fréquence il est capable de gérer le changement de ma personnalité avec les années qui vont défiler. Donc, si je fais affaire 5 ou 10 ans avec, à 25 ans et à 35 ans et 45 ans, je ne serai pas la même personne. Donc, comment ces deux problématiques-là peuvent être bien cernées avec un robot en 10 questions? Excellente question. Merci de la poser. Alors, tout d'abord, ce qu'on essaie de déterminer, c'est vraiment le profil d'investisseur, qui est un petit peu différent de la personnalité comme telle, parce que c'est sûr que si on aurait déterminé une personnalité, on aurait besoin beaucoup plus que 10 questions, probablement une centaine. Alors, en 10 questions, nous avons été en mesure de pouvoir bien cibler le profil. S'il y a des questions ou des réponses qui sont, en fait, qu'on voit qui ne s'accordent pas vraiment, ou en fait, dans le fond, qu'une ni l'autre, à ce moment-là, c'est sûr et certain que ce soit le représentant inscrit qui vérifie les réponses ou que ce soit un rappel qui est fait au client, on se doit et on a ce devoir-là de poser des questions additionnelles à nos clients
pour pouvoir vraiment établir leur profil d'investisseur. C'est sûr que lorsqu'on fait des tests en tant qu'institution financière qui livre des services en ligne, on fait des tests de comment on peut répondre à ces 10 questions-là, puis quel est le résultat. Right? Alors, tous les tests ont été faits de toutes les façons, les centaines et les centaines de façons possibles, les combinaisons, pour voir où est-ce qu'on tombe, pour être sûr qu'on va bien capter. Et les seules choses qui peuvent faire qu'on ne le capte pas bien, c'est si les clients donnent des réponses qui, dans le fond, qui sont contraires. Tu as aussi parlé de qu'est-ce qui arrive quand ça change. Et ça, c'est une question qui est très, très importante. Les clients ne peuvent pas eux-mêmes, à ce jour, tout simplement aller en ligne et changer leur profil d'investisseur. Parce qu'on comprend qu'il y a une incidence quand on fait ceci, qui est que lorsque son profil a changé, le portefeuille qui est proposé n'est plus le même. Alors, il y a peut-être, ça déclenche une vente d'une partie du portefeuille, donc déclenche une incidence fiscale ou peut avoir une incidence très, très importante. Donc, pour le moment, ce sont des conversations qu'on a avec des humains. Et d'ailleurs, c'est quelque chose si vous allez en ligne dans les conseillers robots, on le dit beaucoup, si votre vie change, il y a quelque chose qui change dans votre vie, que ce soit une naissance, que ce soit un divorce, que ce soit un mariage, que ce soit on prend notre retraite ou on est plus près de la retraite qu'on pensait, c'est très, très important de nous contacter. On doit avoir cette conversation-là avec le client. Qu'est-ce qui a changé? Maintenant, votre horizon de placement a diminué ou a augmenté? On va faire les correctifs nécessaires. Peut-être votre tolérance au risque peut avoir changé. Il y a des choses qui peuvent faire que la tolérance au risque de quelqu'un change. Donc, ce sont des conversations qu'on a avec des conseillers humains. Donc, cet aspect humain-là, vous savez, investir en ligne, ça ne veut pas nécessairement dire investir seul. Il y a des gens qui supportent tout ça. Et donc, c'est comme ça qu'on va le faire pour protéger l'investisseur, s'assurer d'adhérer aux régulateurs, mais aussi pour s'assurer que personne ne fasse d'erreur. Bonne question, merci. D'autres commentaires pour ajouter là-dessus? Est-ce que, par exemple, vous avez un renouvellement périodique de ce profil d'investisseur? Oui, en fait, il est revisé à toutes les années. À tous les ans. Bien, en fait, ça dépend des institutions, mais la plupart, c'est à tous les ans. Je rappelle, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'en ai une. Alors, je vais la poser. Les forces de vente, comment elles réagissent face à tout l'investissement que vous faites dans ces nouvelles technologies? Est-ce qu'elles ont des craintes quant à leurs emplois? Est-ce qu'il y a des emplois qui sont déjà perdus? Est-ce qu'il y en a de nouveaux qui sont créés? J'aimerais avoir votre point de vue à vous trois. Moi, je peux commencer. Oui. Dans notre cas, ils veulent, c'est clair que nous, on offre des solutions. Donc, ils veulent aider, donc, tout ce qui peut aider à, comme j'ai mentionné, augmenter l'efficacité, apporter de la simplicité à leur travail pour qu'ils puissent passer plus de temps avec leurs clients. Ils sont contents. C'est ça qu'ils cherchent, en fait. Pour ce qui est de la question les emplois, je ne pense pas qu'un bon conseiller va être dérangé par la technologie dans ce sens de perdre leurs emplois. Donc, pour nous, c'est positif. Donc, les mauvais conseillers ont une crainte. Je pense que les mauvais conseillers devraient avoir des craintes, peu importe. Et c'est les clients qui vont décider à la limite. Je pense qu'en tant qu'industrie, on a beaucoup à faire, à la fois les entreprises et leurs forces de vente. Donc, on doit tous évoluer, on doit tous passer à accélérer notre transition au numérique. Et les conseillers qui sont prêts à le faire avec nous vont bénéficier. Leur rôle va peut-être changer, va passer peut-être plus de temps à faire du conseil et moins d'administration. Et ça bénéficie tout le monde, y compris nos clients. Écoutez, et là, je parle pour la BMO, bien sûr, parce qu'on a eu à prendre une décision l'an dernier à savoir si on lançait notre conseiller robot. Et l'idée de lancer le conseiller robot, ce n'est pas du tout pour enrayer les conseillers humains ou en fait pour décider qu'il n'y en aurait plus de conseillers humains. Donc, ce n'est pas de le remplacer, c'est tout simplement d'ajouter dans notre gamme de solutions cette possibilité-là pour les clients qui veulent se le procurer, que ce soit pour la totalité de leur portefeuille ou en partie. Mais je regarde des clients qui commencent peut-être à investir en ligne au moment où ils ont leur premier 5 000 $ à investir. Mais ces clients-là, leurs besoins vont devenir de plus en plus complexes avec les années. Et si vous regardez, le conseiller robot ne peut pas vous donner des conseils de planification successorale, planification fiscale.
Est-ce que je devrais investir dans mon CELI ou dans mon REER? Vous savez, ce sont les conseillers humains, ils vont toujours avoir leur place. Et je vais prendre ma maman de 70 ans. Elle ne fera pas ça en ligne, ni aujourd'hui, ni jamais. Et quand moi, je vais avoir 70 ans, potentiellement que oui, je vais peut-être en faire une partie en ligne, mais je vais sûrement avoir ou continuer d'avoir besoin de ces conseils-là. Fait que l'idée, c'est de se joindre, travailler tout le monde ensemble, toute la communauté ensemble, que ce soit les humains, les robots, afin qu'on puisse desservir les investisseurs au Canada. Oh, c'est bien. Dernière chance pour les questions. J'offre un verre à la personne qui... Ah, OK. Bon, je me suis compromis tout de suite. Caroline Deville. Allez-y. En fait, c'est seulement pour faire un pont sur ce que vous venez de dire. Pour l'instant, les robots advisors, c'est seulement assez limité, en fait, ce qu'ils font. Mais on parle des nouvelles technologies, on parle de... Bon, ça évolue à vitesse grand V. Pensez-vous qu'un jour, ces optimisations fiscales-là, ce genre de choses-là, pourraient être faites par un outil de sorte qu'un jour, ça pourrait remplacer efficacement un conseiller financier? La bonne réponse, c'est oui. Mais comment on va s'y prendre, c'est extrêmement complexe. Alors, ce n'est pas pour demain matin, mais écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, on aurait pensé qu'on... En fait, si on retourne en arrière, il y a 20 ans, est-ce qu'on aurait pensé qu'on ferait de l'investissement avec des conseillers robots en ligne? Peut-être, peut-être pas. Alors, la réponse, c'est qu'on se penche sur la planification financière en ligne, mais ce n'est pas pour demain matin, c'est sûr. Bonne question. Moi, je peux ajouter, je pense que oui. Je pense que l'intelligence artificielle, éventuellement, va se rendre à ce point. Mais c'est la relation. Est-ce que la personne, à un moment donné, on parlait d'être, le fameux terme en anglais, rational exuberance, à un moment donné, est-ce que je veux parler avec quelqu'un parce que je veux juste pleurer, puis je veux parler avec quelqu'un parce que quelque chose vient d'arriver? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore avec les robots? On n'a pas vu une récession, on n'a pas vu une chute dans le marché comme dans 2008. Donc, on verra comment les gens vont réagir à la technologie, à la suite d'un autre événement éventuel, quand ça va arriver, et comment ils vont réagir vis-à-vis leur technologie. Parce que c'est important, effectivement, qu'ils peuvent aujourd'hui aller appeler quelqu'un ou envoyer un message, au moins d'avoir une réaction. Là, on pourrait pousser la discussion. Est-ce qu'à un moment donné, ils peuvent appeler, puis ils pensent qu'ils parlent à quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un? Là, ça, c'est un autre débat, une autre histoire, et là, c'est pas pour demain non plus. Mais c'est possible la façon que ça évolue. Encore que les chatbots, c'est un peu la transition. On peut déjà commencer à parler à quelqu'un qui est en fait une machine. Vous soulevez un bon point, David, parce qu'effectivement, les robots, depuis les dernières années, l'ont eu assez facile dans le contexte des marchés actuels. J'ai une dernière question. Il nous reste environ 5 minutes. Cette fameuse intelligence artificielle, est-ce qu'elle pourrait un jour combattre l'irrationalité des investisseurs et des consommateurs? Croyez-vous à ça aussi? Ou si vous n'y croyez pas du tout? Est-ce que l'intelligence artificielle, à la limite, peut être irrationnelle? Je ne croirais pas. Mais peut-elle assister les investisseurs dans leur choix afin d'atténuer ou voire effacer ce biais qui est l'irrationalité? Moi, j'ai un commentaire là-dessus, en fait deux. Tant que l'investisseur peut tirer la plug sur la technologie, je ne pense pas qu'on peut tout éliminer, cette irrationalité. Donc, si j'ai l'option de faire un retrait ou transférer et que le robot ne peut pas m'arrêter, on ne peut pas éliminer l'irrationalité. Donc, pour moi, c'est la courte réponse et non. Là, l'autre question que tu avais soulevée, c'est est-ce que le robot pourrait être irrationnel? Et ça, c'est une autre chose. Ça, c'est intéressant parce que, justement, cette année, Facebook faisait des recherches. Ils ont développé un outil où deux technologies se parlaient. Et à un moment donné, ils ont commencé à communiquer deux applications et les chercheurs ne pouvaient pas comprendre comment ils communiquaient. Et donc, ils ont tiré la plug justement parce qu'ils ne savaient pas jusqu'où ça pouvait s'en aller. Donc, c'était peurant dans un sens. Donc, pas sûr que l'humain est plus ou moins irrationnel. Ça, je n'ai pas la réponse encore, honnêtement. Il y a beaucoup d'intelligences artificielles qui ont été lancées, qui ont montré que
elle pouvait en fait faire écho à l'irrationalité et au biais des humains. Donc c'est sûr que ça, c'est pas au point encore. Oui, donc ça, en ce qui concerne l'irrationalité, c'est sûr qu'on est tous très irrationnels, et notamment dans nos métiers où on doit faire des décisions difficiles aujourd'hui, que ce soit pour la santé financière ou la santé physique, qui ne vont porter que des fruits que dans 20 ou 30 ans. Donc on y fait face tous les jours, et je pense que de plus en plus, on voit de solutions technologiques, que ce soit l'intelligence artificielle ou simplement tout ce que l'économie comportementale, etc. Tous ces leviers, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui, je pense, vont avoir beaucoup d'impact. Peut-être pour ajouter sur est-ce que l'intelligence artificielle peut être irrationnelle. Pour l'instant, écoutez, quand on utilise le terme conseiller robot, c'est un terme médiatique qui est parti aux États-Unis, où, là, il y a des algorithmes qui gèrent des portefeuilles. Ici, au Canada, pour l'instant, les portefeuilles ne sont pas gérés par des algorithmes. On s'identifie tout de même comme conseiller robot, mais ce sont vraiment des humains, des experts en gestion de portefeuille. Et pour nous, chez BMO, ce sont Gestion mondiale d'actifs qui bâtissent ces portefeuilles-là, qui font les transactions. Donc, pour le moment, les seuls gens qui peuvent être irrationnels, ce sont nos gestionnaires et non pas l'intelligence artificielle. Est-ce qu'un jour, on va évaluer vers ces algorithmes-là qui changent? Il reste à voir si c'est une possibilité au Canada et aussi si on va choisir de le faire de cette façon-là, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver justement à un ordinateur, une technologie. Là. Dites-moi, pouvez-vous me dire si les robots canadiens performent mieux que les robots américains? Oh là là, ça serait une très longue conversation. Ça dépend beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est similaire. Okay. C'est similaire parce que la façon que c'est bâti, eux aussi, il y a des gens derrière tout ça qui si vous voulez, qui revoient ce processus-là. Ce n'est pas entièrement l'essai des ordinateurs. Alors, très similaire, et bien sûr, il y a quand même une disparité entre certains gestionnaires d'une firme à l'autre. Il y a beaucoup plus de firmes aux États-Unis qu'il y a au Canada. Sabrina, Xavier et David, merci infiniment. Merci à tous. C'est déjà terminé. Merci. Avec plaisir. Bon, merci à nos panélistes. Moi, d'abord, merci à vous tous d'être venus aujourd'hui. On le fait pour vous. On espère que vous avez apprécié. À cet égard, on va vous envoyer dans les prochains jours un sondage. Les réponses sont très utiles pour nous. Si on veut dire à l'an prochain, ça nous aide à nous convaincre. Tous les documents devraient être disponibles dans les prochains jours aussi sur notre site. Donc, la note de remerciement qu'on vous envoie, on vous donne également le lien pour aller chercher ces documents-là. Merci beaucoup aux partenaires financiers. L'an prochain, on va communiquer avec vous. On espère bien vous avoir encore. Si tu veux y aller, Louis. Et au nom de CFA Québec et ses membres, on tient aussi également à remercier tous les conférenciers et animateurs qui ont donné de leur temps aujourd'hui. Merci au comité organisateur, aux bénévoles. Merci à Shirley Roy qui nous aide grandement pour la bonne tenue de cet événement. Merci également à tous les participants qui sont joints à nous aujourd'hui. Je prends un petit moment aussi pour vous parler des 2 prochains événements de CFA Québec. Donc, 23 novembre, un premier événement sur le financement corporatif avec la BDC, Caisse de dépôt et de placement et le Mouvement des jardins. Puis également le 6 décembre, un événement sur l'analyse fondamentale et l'analyse technique par Michel Villa. Donc, on vous invite tous en grand nombre. Et un dernier mot de M. Roberge. Au niveau du cercle, peut-être quelque chose en préparation pour décembre. Sinon, c'est notre dîner de prévision économique dont l'ASDEC est partenaire en 17 janvier. Du ski probablement le 19 de janvier, le vendredi. Et les activités en février, on vous reviendra. Donc, à la sortie, tous ceux qui ne conduisent pas, vous pouvez rester longtemps. Ceux qui ne conduisent pas, vous resterez un peu moins longtemps. Un petit verre de vin pour terminer la journée. Donc, merci infiniment et bon retour. D'accord.